Bienvenue sur Géopolitis. C'est un bouleversement de la donne énergétique mondiale. Pour le meilleur, disent certains, et pour le pire, estiment d'autres. Nous parlons ici du gaz de schiste. Et dès que l'on dit gaz de schiste, il y a comme une odeur, non pas de pétrole, mais de polémique. Le meilleur, c'est par exemple le fait que grâce au gaz de schiste, les États-Unis pourraient un jour prochain prétendre à l'indépendance énergétique. Le pire, c'est que, à cause du mode d'extraction actuel de ce gaz de schiste, on frôle la catastrophe écologique. Car ce gaz de schiste, il faut bien aller le chercher en profondeur. Il est enfoui dans la roche, dans le schiste, et si l'on veut l'extraire, il faut fracturer ce schiste. Et là, on entre dans une série impressionnante de prises de risques. Face à ces risques, il y a effectivement des révolutions géopolitiques qui s'imposent. Par exemple, avec le gaz de schiste, les États-Unis deviendront le premier producteur mondial d'ici 4 ans, dépassant même l'Arabie Saoudite. Géopolitis explore en profondeur ce monde ô combien controversé du gaz de schiste. Il y a un point sur lequel tout le monde peut tomber d'accord, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. C'est la conclusion d'un rapport de l'Académie des sciences en France. La France qui est le premier pays à avoir interdit en juillet 2011 l'utilisation de la technique dite de fracturation hydraulique. D'où la position de nombreux experts et politiques qui disent, avant de prendre des décisions sur l'exploitation, poursuivons les recherches sur les techniques de forage. On évoque des forages qui ne pollueraient plus ni les sous-sols, ni les nappes phréatiques, ni les rivières, ni les champs, ni les puits d'eau potable. Mais face à ces réalités écologiques, il y a des réalités économique. Par exemple, dans l'immédiat aux États-Unis, on est en train de créer des emplois par centaines de milliers. C'est une sorte de ruée vers l'or du XXIe siècle. Et puis surtout, les prix du gaz baissent. Bonne nouvelle pour le consommateur américain, qui d'ailleurs paye le gaz de 50 à 70% moins cher que le consommateur européen. Et puis voilà que le cinéma s'est emparé du phénomène. À Berlin, on a couronné récemment le film Promised Land, Terre promise, un film qui vient de sortir avec l'acteur Matt Damon en représentant des industriels du gaz en train de tenter de convaincre des fermiers de vendre leurs terres. This town, this life, it's dying. You all see it coming and you just don't get out of the way. We're not fighting for land, Steve. We're fighting for people. You ain't ever gonna get what you came here to take from me. I don't even like the fact that you're here trying. We're a $9 billion company. Do you know what we're capable of? Do you? Il faut bien prendre la mesure de l'évolution en cours. Grâce aux richesses de son sous-sol, l'Amérique pourrait ne plus dépendre, en tout cas à ce point, d'autres régions du monde telles que le Proche-Orient. On sent déjà à Washington que les priorités changent, que les centres de gravité politique en matière de ressources naturelles ne sont plus les mêmes. Alors, est-ce que l'Europe suivra la trace des États-Unis ? Ce sont des questions essentielles car le besoin sera toujours là en matière de gaz. On nous dit que d'ici 2035, la demande mondiale aura fait un bond de 50%. Le gaz naturel ou conventionnel, on le trouve dans des poches souterraines. Il est donc assez facile à capter. Tel n'est pas le cas du gaz de schiste qui, lui, est en fait disséminé dans une roche très compacte, le schiste précisément, et ce, dans des surfaces souterraines très étendues. Par conséquent, pour libérer le gaz, il faut fracturer cette roche schisteuse. C'est ce que l'on appelle la technique de fracturation hydraulique, en anglais fracking. Comment cela fonctionne-t-il ? Pour commencer, on fait un forage vertical, on coule du ciment pour isoler les puits, pour éviter les fuites, et lorsque l'on atteint la zone schisteuse, en gros entre 1000 et 3000 mètres de profondeur, on force cette fois à l'horizontale en injectant de l'eau à très haute pression, ce qui va fracturer la roche et libérer le gaz qui remonte alors à la surface. Où est le problème ? Le gros problème, c'est que si l'on injecte 99% d'eau en quantité phénoménale, ce qui fait déjà débat, on ajoute à cette eau toutes sortes de composés chimiques, décapants, produits antibactériens, méthanol, plomb ou encore benzène, produits dangereux et pour certains classés cancérigènes. Il y a donc pollution possible et souvent avérée dans la mesure où 20 à 40% des eaux de fracturation remontent à la surface. Parfois,
du méthane s'échappe, lui aussi, et va polluer l'eau des nappes phréatiques, d'où cette possibilité très désagréable d'avoir du gaz dans l'eau du robinet. D'autres méthodes de fracturation sont en cours de concrétisation qui n'auraient pas recours à tous ces produits chimiques. On parle de fracturation bio à base de sel ou de sucre, mais pour le moment, la seule méthode, c'est cette fracturation hydraulique. Aujourd'hui, on dénombre 500 000 puits aux États-Unis. Cela représente la moitié de la production gazeuse des USA. À ce rythme, l'Amérique pourrait être en situation d'indépendance énergétique dans les 10 ans qui viennent. Ce n'est pas un hasard si l'on surnomme, par exemple, l'État de Pennsylvanie, l'Arabie saoudite du gaz. En 20 ans, on est passé dans cet État de 27 à 1300 forages. Depuis 2007, globalement, le prix du gaz a été divisé par 3. Au niveau de l'emploi, près de 180 000 postes ont été créés directement et près de 220 000 si l'on considère les emplois induits. On pourrait même atteindre 1 million d'emplois d'ici 2025. Il y a 10 ans, le gaz de schiste représentait 2% de la production de gaz. On en est aujourd'hui à 37%. Toujours sur le plan économique, et les États-Unis le font savoir, on assiste aussi à un grand retour de l'industrie dans le pays même grâce à cette ressource gazière qui est peu chère. Le secteur de la pétrochimie est en premier lieu celui qui va utiliser ce gaz comme source d'énergie, mais aussi comme matière première, car le gaz fournit toutes sortes de composants de base pour des peintures, des solvants, des plastiques, des emballages, des encres, des lubrifiants ou encore des teintures. Nombre de ces produits, notamment le plastique, n'étaient plus fabriqués aux États-Unis. Les industriels avaient délocalisé ces productions dans un pays qui aujourd'hui reste perplexe face à ce gaz de schiste. On veut parler de la Chine. L'invité de Géopolitis, André Hurter, qui est directeur général des services industriels de Genève, très impliqué dans tout ce monde de l'énergie, économiste aussi. On va commencer par les États-Unis. À l'évidence, ils ont fait un choix. L'économie est au-dessus de l'écologie, apparemment. Oui, très certainement. C'est pas la première fois que les États-Unis prennent ce choix. Ils ont peut-être avant beaucoup d'autres, ça fait une dizaine d'années, ils ont décidé d'investir massivement dans l'exploitation de ces gaz de schiste. Les réserves sont telles que le choix est justifié ? Si on ne regarde... Ils sont sûrs. Oui, absolument. Si on ne regarde que l'aspect réserve disponible et l'aspect également coût d'extraction de cette matière, ce choix en termes énergétiques, en termes purement économiques, fait du sens. Le concept même d'indépendance énergétique, vous y croyez ? C'est quelque chose de concret ? Pour bientôt ? Oui. Alors, dans le cas des États-Unis, c'est extrêmement concret, en ce sens que le gaz qui sont à même de produire aujourd'hui à des très bas prix provoque une espèce d'exportation du charbon qui n'est plus compétitif aux États-Unis et donc qui est exporté en Europe et qui vient chez nous en Europe comme matière première relativement bon marché. Alors, c'est extraordinaire ce que vous êtes en train de nous dire, c'est-à-dire que non seulement ils vont avoir de la matière première, de la matière énergétique, mais ce qu'ils ont en surplus, ils vont nous le vendre à nous, Européens, qui n'avons pas, par exemple, ce gaz de schiste. Alors, tant que les prix énergétiques en Europe auront un différentiel négatif avec le charbon, ils pourront exporter du charbon chez nous, avec toutes les conséquences, naturellement, que ça a. Bon, mais l'indépendance énergétique, politiquement, on comprend bien que c'est important. Ça veut dire que les États-Unis ne dépendent plus, par exemple, du Proche-Orient. C'est ça. C'est dans combien de temps, ça, à peu près ? Alors, on parle de 2030. Horizon 2030, une indépendance énergétique au niveau des énergies fossiles. Et effectivement, ça a toute une série de conséquences géopolitiques. Vous avez parlé du Moyen-Orient, très certainement. Ça, c'est plutôt stratégique. Mais également, on voit déjà maintenant des phénomènes de relocalisation de grandes entreprises. Par exemple, de la cimenterie, de la pétrochimie aux États-Unis. Des entreprises qui avaient quitté les États-Unis ? Qui avaient quitté les États-Unis pour aller, par exemple, en Asie. Et qui aujourd'hui reviennent. Pourquoi ? Parce que les coûts de l'énergie, vous prenez la cimenterie, la pétrochimie, c'est décisif, oui. Et les coûts de l'énergie sont tellement bas que ça vaut le coup de revenir. Même si le coût de la main-d'œuvre est pas évidemment pas le même. Ça, la balance est favorable à cette relocalisation. C'est ça. Au niveau des matières comme Bayer, par exemple, oui. ou comme Dow Chemical ont déjà fait le pas. Donc ça va changer encore aussi la norme au niveau industriel dans tout, le plastique, les peintures, les choses comme ça. Alors bon, tout, naturellement, dans les entreprises particulièrement gourmandes en énergie. Oui. C'est là que l'effet sur le compte de pertes et profits est le plus important, bien évidemment. Alors, parlons maintenant, si j'ose dire, de la face plutôt sombre du gaz de schiste, c'est l'extraction. On vient de dire que les États-Unis ont fait un choix. Les Européens, globalement, c'est pas tout à fait homogène, mais globalement, les Européens ont fait leur choix aussi, notamment en France, en disant non, c'est trop polluant. Est-ce que si on règle le problème de l'extraction de ce gaz de schiste,
on règle tout le problème ou pas? Et d'abord, est-ce qu'il y a d'autres moyens de l'extraire, ce gaz de schiste? Alors bon, là, il faut être très nuancé. Il existe aujourd'hui des problèmes très clairs liés à l'extraction, à des technologies qui sont certes existantes, peut-être pas tout à fait mûres. Ça peut être par exemple du gaz qui va dans une nappe phréatique, ça peut être des produits chimiques qu'on a injectés en trop grande quantité et qui se mélangent. C'est le cas actuellement, hein, pardon. Oui, ça peut être des éléments sismiques, par exemple, des affaissements de terrain dus à cette exploitation. C'est pas du tremblement de terre, mais c'est quand même de l'affaissement. Ça pourrait faire des très petits tremblements de terre, mais si vous voulez... C'est fou ce que vous nous dites, je veux dire, si vous vous rendez compte, si on fait même un petit tremblement de terre dans une petite ville, ça fait des gros dégâts quand même. Oui, sauf si à la campagne, personne ne le voit. Mais j'entends, je pense que ces éléments-là sont négatifs, très clairement. Ils doivent être anticipés, ils doivent être résolus, et je pense qu'avec la technologie, au travers du temps, probablement ces éléments-là pourront être sous un meilleur contrôle qu'aujourd'hui. Mais comment on peut le faire remonter, ce gaz, si ce n'est en envoyant des liquides ou quelque chose sous pression? Alors, il remonte par lui-même, le gaz. Simplement, il faut casser le caillou en bas, et puis ensuite, le gaz remonte. Ce qui peut arriver, c'est, par exemple, le tuyau qui n'est pas étanche au moment où il traverse une nappe phréatique, et à ce moment, le gaz part dans la nappe phréatique. Mais ce sont des éléments, techniquement, à terme, qui, à mon avis, qu'on devrait pouvoir résoudre. Par contre, alors beaucoup plus grave, c'est les émissions de CO2 qui vont naturellement être multipliées. Pourquoi? Parce que le grand danger du gaz de schiste, c'est qu'il rend les nouvelles énergies renouvelables moins compétitives et donc moins attractives. Et vous avez donc là un immense virage qui a été pris quand même assez globalement, en tout cas au niveau de l'Europe, qui risque d'être mis en doute. Parce qu'on va vous dire, mais attendez, les nouvelles énergies renouvelables, le vent, le solaire qui coûtent tant de centimes... C'est totalement accessoire. C'est-à-dire... Et c'est cher. C'est ça. C'est cher. Donc on a un problème. La Suisse. Est-ce qu'il y a beaucoup de gaz de schiste sous nos pieds, si j'ose dire, sous ce studio, et on va l'extraire? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il y a des plans précis, ou est-ce qu'on attend que les Américains nous vendent leur charbon? Alors bon, point 1 en Suisse, et je crois aussi en Europe, vous l'avez dit, c'est prudence. Point 2, c'est observons ce qui se fait dans les pays qui ont décidé d'y aller assez massivement. Vous avez parlé des États-Unis, il y a la Pologne qui a aussi décidé d'y aller. Il y a aussi en Argentine des grands gisements. En Suisse, sur ce que l'on sait, le gaz de schiste existe. Il y a à gauche ou à droite du gaz de schiste. On peut parler d'une indépendance énergétique de la Suisse qui serait quand même, excusez-moi, extraordinaire. Alors non, aujourd'hui c'est trop tôt pour parler de ça. Il y a des grosses estimations, des estimations grossières plutôt. Mais ce qu'on doit faire dans une première phase, et ça c'est essentiel, ce qu'on doit faire avant de causer de gaz de schiste, c'est avoir une cartographie la plus précise possible de notre sous-sol. Vous parlez du gaz de schiste, mais moi je peux vous dire, mais puis la géothermie de grande profondeur alors, c'est la même approche. Donc une cartographie du sous-sol. Et ça va prendre du temps, on fait ça en 5 à 10 ans. Une fois qu'on disposera de cette cartographie, on aura des éléments beaucoup plus solides pour répondre gaz de schiste, pas gaz de schiste, etc. Et aussi, on aura un résultat d'expérience dans d'autres pays. Et là, il faut, pour le moment, je pense que c'est totalement juste, il s'agit d'être le plus prudent possible. Vous revenez dans 20 ans, dans Géopolitis, on dit que le gaz de schiste, ça y est, on a trouvé un moyen de l'extraire et tout va bien? Vous croyez, dans 20 ans? Alors, le moyen technique de l'extraire, proprement, ça, moi, j'y crois. Maintenant, si vous me dites que dans 20 ans, il y a du gaz de schiste qui est extrait plus ou moins proprement et qui est brûlé, qui provoque donc du CO2, ce CO2 est enfoui par des technologies d'enfouissement futures que je connais pas encore. Alors là, on a peut-être quelque chose de très attractif. Merci, André Hurter. Je rappelle que vous êtes le directeur général des services industriels de Genève. Merci à vous. Merci beaucoup. Tout est question de vocabulaire. Au-delà des dangers qu'elle évoque, l'appellation fracturation ou fracking en anglais, eh bien cette appellation elle fait peur parce que fracturation, même fracturation hydraulique, ça fait fracture. Grosse fracture dans la roche, alors que, disent les industriels du pétrole et du gaz, ces fractures ont pour la plupart la largeur d'un grain de sable. On propose donc, au lieu de fracturation, le terme anglais de massaging, massage de la roche, ou encore de stimulation. Certains y voient une connotation érotique, ce n'est peut-être pas ce qui convient le mieux. On a aussi pensé à brumisation, mais ça fait un peu produit de luxe très soft. Il reste ce qui est le plus proche de la réalité, l'expression injection à haute pression. Cela fait moins peur que fracturation. Certains voudraient qu'on parle tout simplement de fissuration. La vérité, c'est que cela fait 50 ans qu'on dit fracturation. Bref, c'est aussi difficile de changer de vocabulaire en la matière que d'extraire du gaz de schiste sans aucun inconvénient.
Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos questions à notre invité, ce que l'on trouve sur Internet comme sujet ô combien polémique à propos de ce gaz de schiste, des éléments d'infographie, vue du passé ou l'âge d'or du gaz et du pétrole, les sites Internet les plus pointus, les possibilités de podcaster cette émission, et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.